Donc je vais parler de pas mal de choses, mais en particulier d'un nouveau courant qui traverse, disons, le domaine d'apprentissage automatique, que les gens appellent apprentissage profond, deep learning en anglais, et qui a beaucoup d'applications pratiques, et qui est basé sur l'idée que la perception est hiérarchique, au lieu d'être simplement une opération simple ou une suite d'un petit nombre d'opérations simples. Et donc la grosse question qu'on se pose en intelligence artificielle, en neurosciences, en sciences cognitives, c'est comment peut-on élaborer des représentations du monde perceptuel. Si on fait de la vision, c'est une représentation du monde visuel. Si on fait de la reconnaissance de la parole, c'est comment représenter la parole et le langage. Si on fait de la bioacoustique, c'est comment représenter les signaux de manière générale. Et les gens qui font des neurosciences se posent la question également, parce qu'ils se demandent comment le cortex visuel ou le cortex auditif forme des représentations du monde, simplement en observant le monde. On sait que le cortex est extrêmement flexible et peut s'adapter en fait à n'importe quel signal qui lui est donné. Donc le cortex visuel n'est pas un cortex visuel parce qu'il est programmé pour l'être, mais simplement parce qu'il reçoit des signaux de l'œil, du nerf optique, et donc il se configure pour faire de la vision. Mais en fait, le cortex est très malléable et peut s'adapter à n'importe quel signal qu'on lui donne. Donc ça suggère l'idée qu'il y a un espèce d'algorithme, entre guillemets, d'apprentissage un petit peu universel qui se déroule dans le cerveau, dans le cortex en tout cas, et qui permet d'utiliser, d'analyser, représenter des données quelconques, plus ou moins quelconques. Donc une grosse question des neurosciences, est-ce qu'il y a un algorithme général, un simple algorithme général qui explique tout l'apprentissage humain? La réponse est probablement non, il y en a probablement plusieurs, c'est probablement une conjonction de plein de choses, mais ça vaut le coup quand même d'essayer de trouver quelque chose d'à peu près général. Donc le problème de l'apprentissage profond ou deep learning, c'est de trouver justement, d'arriver à construire des machines apprentissage qui sont hiérarchiques, qui sont donc une espèce de succession de boîtes, chaque boîte transformant son entrée en une représentation de cette entrée qui est un petit peu plus abstraite, générale, etc. Donc si on regarde comment fonctionne la reconnaissance de forme classiquement, le modèle classique est en haut. C'est un modèle qui existe depuis plus de 50 ans, qui est plus vieux que moi. Donc on commence par prendre le signal d'entrée, quel qu'il soit. Donc si on fait de l'acoustique, en général, c'est une représentation temps-fréquence ou quelque chose comme ça. Si on fait la reconnaissance de la parole, c'est aussi une représentation temps-fréquence. Mais ça peut être à peu près n'importe quel signal qui s'encode sous forme de tableau de nombres, disons. On passe ça dans un extracteur de caractéristiques qui encode le signal de manière appropriée, de manière à pouvoir le donner à un classifieur un peu générique qui, lui, n'est pas du tout spécialisé pour la tâche particulière, mais un algorithme de classification comme les support vector machine, SVM, ou la régression logistique, ou plus proche voisin, etc. En fait, le modèle le plus usité à l'heure actuelle pour des applications en vision et en reconnaissance de la parole est un petit peu plus compliqué que ça. Il utilise un extracteur de caractéristiques de bas niveau, qui est en général fixé, c'est-à-dire construit à la main. En parole, c'est des kepstres. En vision, c'est plutôt ce qu'on appelle des SIFT ou des HOG. Donc tout ça sont des extracteurs de caractéristiques locales, qui sont répétés sur toute l'image dans le cas de la vision, ou sur le signal dans le cas de la parole. Ensuite, il y a un deuxième étage, qui transforme ces représentations de bas niveau en représentations un peu plus haut niveau, en général de plus haute dimension, en général parcimonieuse, c'est-à-dire avec beaucoup de zéros, en général aussi agrégée sur l'espace ou sur le temps, ou sur les fréquences. Et en général, cet étage est entraîné par un processage non supervisé, quelque chose du genre de la clustering K-means ou mixture de Gaussienne, sparse coding, des choses comme ça. Et puis ensuite, on branche un classifieur générique. Donc c'est le modèle un peu standard. Mais en fait, il y a une grosse différence entre ça et ce qu'on observe. Donc en fait, c'est un modèle qui date de plus de 50 ans. Je ne sais pas pourquoi le texte est à l'envers. Ça date du perceptron construit à Cornell dans les années 50-60, qui était un des premiers systèmes de reconnaissance de forme.
basé exactement sur le même principe. On prend une entrée, on extrait des caractéristiques qui, dans le cas du perceptron, étaient très simples, aléatoires et fait avec des câbles. C'était pas du logiciel, hein, c'est des câbles physiques. Et puis ensuite, on rentrait ça dans un classifieur linéaire, qui était non plus pas du logiciel, mais qui était des bandes de potentiomètres variables avec des moteurs dessus pour faire tourner les potentiomètres. Donc l'apprentissage était mécanique. Et en fait, ce modèle n'a pas changé depuis 50 ans. Alors si on regarde comment ça se passe... donc tout le problème de ça, si on regarde comment ça se passe dans le cerveau, c'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus hiérarchique. Donc si on prend le signal qui sort de l'œil, il passe par le corps... comment on appelle ça en français? La chirurgie nucléaire? Corps genouillé. Corps genouillé latéral, voilà. Je ne me rappelais plus du genouillé. Pourtant, c'est le même mot. V1, V2, V4, le cortex inférotemporal. Donc tout ça, c'est une hiérarchie à plusieurs niveaux. Le signal traverse une bonne dizaine de couches synaptiques donc de non-linéarité, en fait, avant d'arriver aux aires du cerveau où les objets sont représentés. Donc c'est beaucoup plus multiniveau, disons, que ce qu'on observe dans les modèles classiques de reconnaissance de forme. Donc c'est bien de s'inspirer de la biologie. Donc beaucoup de gens, évidemment, depuis les années 50-60, se sont dit pourquoi ne pas s'inspirer de la biologie, essayer de copier un petit peu la biologie. Et le problème de copier la biologie, c'est que c'est extrêmement compliqué et il y a beaucoup d'opportunités pour copier les mauvaises choses. Donc voilà un bon exemple bien français, qui est s'inspirer de la biologie pour construire des machines volantes. Tout le monde en France a entendu Clément Ader, du premier avion qui a décollé, etc. Vous parlez de Clément Ader, un Américain, il n'a jamais entendu parler. Et pour eux, bien sûr, c'est les Far Right qui ont été les premiers à faire décoller un avion. Et la raison, c'est que en fait, cet avion était un échec absolument complet. Il a décollé de 50 cm, il a décollé d'un mètre, il a volé pendant 50 mètres. Il était complètement incontrôlable. Et la raison, c'est que Clément Ader, en fait, a trop collé à la biologie, sans se préoccuper vraiment de problèmes un petit peu fondamentaux d'aérodynamique, de stabilité, etc. Il a essayé de reproduire la géométrie des chauves-souris et il était très bon pour faire des moteurs à vapeur. Mais il s'est un peu trop inspiré de la biologie et il a négligé des aspects très importants, assez fondamentaux en fait, du vol. Ce qui fait qu'il est connu en France, mais pas ailleurs. Donc c'est bien de s'inspirer de la biologie, mais c'est compliqué parce qu'il faut savoir quels détails sont importants. Si on s'inspire des oiseaux pour faire des machines volantes et qu'on copie les plumes, c'est pas les plumes qui sont particulièrement importantes pour le vol, c'est les profils d'ailes, etc., le principe de Bernoulli. Donc peut-être une question pour l'intelligence artificielle, c'est quel est l'équivalent du principe de Bernoulli qui s'applique au vol ou à l'aérodynamique. Quel est l'équivalent de l'aérodynamique pour l'intelligence? Des principes de base qui sont inspirés par la biologie, mais pas trop. Alors voilà un modèle un petit peu inspiré de la biologie d'une certaine manière, enfin à un niveau très très conceptuel, où le système en fait est une collection de boîtes qui raffinent la représentation du signal. Donc quand on regarde une des sorties de cette boîte, on peut interpréter ça comme une représentation du monde perceptuel. Et on va essayer de faire en sorte que toutes ces boîtes soient entraînables. Alors on appelle ça feature learning ou apprentissage de caractéristiques, parce qu'on pourrait penser que on pourrait interpréter les sorties de chacune de ces boîtes comme des caractéristiques qui sont utilisées par les boîtes suivantes. Et il y a une longue histoire de ça qui remonte aux années 80. Avec la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de l'écriture manuscrite, les premiers essais de réseaux de neurones artificiels, etc. Et il y a une progression qui fait que dans certains domaines, comme la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de l'écriture et maintenant la reconnaissance d'objets, plus on apprend un grand nombre de ces boîtes et moins on les construit à la main, mieux ça marche. C'est le sens de l'histoire. Alors voilà, pour être plus précis, des gens qui se sont inspirés aussi de la biologie en remontant assez loin, en s'inspirant de travaux classiques en neurobiologie qui viennent de Hugo et Wiesel des années 60, qui ont étudié le cortex visuel du chat et d'autres animaux.
Donc, ils avaient découvert que certains neurones du cortex visuel détectent des contours en fait, à des orientations diverses. Et ensuite, il y a d'autres neurones qui groupent les activités de plusieurs de ces neurones et qui en font une espèce de réponse agrégée qui répondent en fait à la position d'un contour, qui répondent à un contour d'une orientation particulière, mais avec une certaine latitude sur la position, disons. Donc les premières sont appelées les cellules simples et les secondes les cellules complexes. Et dans les années 70 et 80, un certain Kunihiko Fukushima au Japon a fait un modèle assez compliqué du cortex visuel qui est constitué de couches successives d'unités simples et complexes. Et appliquer ce système à la reconnaissance de caractères, des choses comme ça, des petits problèmes simples. Arriver à le faire marcher à peu près. C'est un peu une usine à gaz. Il n'y a pas équivalent anglais de usine à gaz. Je cherche l'expression depuis 20 ans, 25 ans. Et dans les années 80, fin des années 80, j'avais eu l'idée d'utiliser un peu la même architecture, mais d'utiliser un algorithme extrêmement simple pour l'entraîner, qui est en fait la rétropropagation du gradient, utilisée pour les réseaux de neurones depuis très longtemps. Donc on appelle ça un réseau convolutif, ou convolution net en anglais. Et on part d'une image, on fait un prétraitement très minime, ou quelquefois pas du tout. Quelque chose du genre d'une normalisation de contraste ou un filtre passe-bande, enfin, un peu équivalent à ce que fait le corps genouillé latéral. Et ensuite, on a plusieurs couches dans le système. Donc la première est on peut voir ça comme un banc de filtre. Donc ce premier plan ici applique un filtre à l'image. Donc un filtre en fait est un noyau de convolution qu'on passe sur l'image complète, et le résultat de cette opération est une image filtrée, la sortie du filtre. On a plusieurs filtres dans le système, donc on va appliquer tous les filtres à cette même image, et chacun des filtres va produire un plan qu'on appelle une carte de caractéristiques, ou feature map en anglais. On passe le résultat par une non-linéarité, qui peut être une fonction sigmoïde ou une rectification, enfin quelque chose de non-linéaire. Ça n'a pas beaucoup d'importance que c'est mieux que ce soit monotone. Donc ça correspond à l'opération faite par les cellules simples dans le cortex, enfin de manière très schématique, très simplifiée. Et puis la deuxième opération, qui correspond à celle des unités complexes, correspond à prendre un voisinage d'unités sur un de ces plans et calculer la moyenne ou le maximum, ou une combinaison symétrique, peu importe laquelle, d'une certaine manière, et à sous-échantillonner. Donc, je vais vous montrer des exemples un petit peu plus tard de comment ça marche. Donc, c'est ça le module de base, filtrage, non-linéarité, et ce qu'on appelle le pooling, donc cette agrégation en fait, locale, spatiale. Et puis, on répète le processus. Donc, encore des filtres ici. Ces filtres-là, en fait, combinent plusieurs cartes du niveau précédent. Donc si ceux-là détectent des contours à des orientations diverses, ceux-là peuvent détecter des combinaisons d'orientation, de détection d'orientation, donc des motifs comme des croix ou des coins ou des choses comme ça, ou même des motifs un peu plus compliqués. Et puis il y a encore cette histoire d'agrégation et de sous-échantillonnage qui réduit la résolution spatiale, mais qui augmente le nombre de features. Et puis on répète l'opération plusieurs fois jusqu'à une sortie qui est équivalente à un classifieur. Donc voilà à l'intérieur, on peut voir ça comme ça. Donc j'ai un peu sauté l'opération de normalisation, mais elle est dedans. Donc normalisation, bande filtre, non-linéarité, agrégation. Et on répète ça plusieurs fois, 2 ou 3 fois, quelquefois 4. Donc voilà un exemple un petit peu plus précis de comment ça se passe pour une image particulière. Donc voilà l'entrée qui a été passée par un filtre passe-haut. Le résultat, l'application de tous les filtres. Après sous-échantillonnage. Ensuite, les filtres de deuxième niveau. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment interpréter les images qui sortent de ça. Parce que c'est la collection complète qui en font quelque chose, qui en font une représentation de l'entrée. Alors il y a quelque chose que je dois bien préciser, c'est que tous les filtres sont tous appris par cet algorithme, par en fait une descente de gradient. Les gradients étant calculés par l'algorithme de rétropropagation, qui est très similaire à ce qu'on utilisait pour les réseaux de neurones, à ce qu'on utilise pour les réseaux de neurones depuis 25 ans. Donc voilà un exemple de réseau convolutif en pleine action.
On lui montre un chiffre 3 ici. Ça, c'est le résultat de l'application des 6 filtres qui ont été entraînés au premier niveau. Donc le système entier est entraîné simultanément, c'est-à-dire que c'est entièrement supervisé. Peut-être je devrais en parler un petit peu avant. Donc voilà comment on entraîne. On montre une image, on propage le système, on propage le signal en système, on récupère une sortie. Donc si on veut, si on a 100 catégories à classifier, on aura 100 sorties par exemple, dans lesquelles on va allumer une sortie correspondant à la catégorie reconnue. Ensuite, on compare la sortie à la sortie qu'on veut. Ça nous donne une espèce de coût à minimiser. Et on calcule le gradient de ce coût par rapport à tous les coefficients de tous les filtres à l'intérieur du système par rétropropagation. Donc c'est une opération linéaire, hein, simplement, enfin linéaire en temps. Donc propagation qui est... Donc coût est proportionnel au nombre de coefficients qu'on a, enfin nombre de multiplications et accumulations qu'on doit faire. Pareil pour la rétropropagation. Et ensuite, on met à jour les poids. On passe à l'exemple suivant, on fait la même chose. Propagation forward, propagation backward, mise à jour des poids, l'exemple suivant, etc. Donc, on peut voir ça comme un algorithme de minimisation d'une fonction de coût par gradient stochastique. Il y a plein de théories autour de ça. Donc, voilà ce système en pleine action. Donc ça, c'est un petit réseau convolutif qui a été entraîné pour reconnaître les chiffres de MNIST, la base de données de chiffres que je distribue sur mon site. Donc voilà le résultat de l'application des filtres en premier niveau avec après passage par les non-linéarités. Et chacune de ces cartes ici est le résultat de l'agrégation dans des zones de 2 par 2, passée aussi par une non-linéarité. Donc si ce chiffre-là est décalé d'un pixel, celui-là va être décalé d'un demi-pixel parce qu'il a la résolution moitié. Donc la raison pour faire ça, c'est de construire un petit peu d'invariance par rapport à translation ou distorsion. Et puis là, on répète l'opération. Donc cette carte-là est le résultat de l'application de filtres sur toutes ces cartes et puis leur combinaison par somme, simplement. Une non-linéarité, puis ensuite le pooling encore. Donc ici, il y a relativement peu de décalage. Celui-là se décale de 5 ou 6 pixels, mais celui-là se décale d'assez peu, finalement. Bon, puis ensuite, on répète ça encore. Mais là, le filtre étant de la même taille que l'image, en fait, on n'a qu'une seule ligne dans le résultat. Et alors, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que si vous regardez ce pixel-là, enfin, si j'arrive à pointer sans bouger, ce pixel-là, il passe de blanc à noir à blanc. D'accord ? Ce qui veut dire que dans l'espace des pixels, qui est un espace dans ce cas-là à plusieurs milliers de dimensions, la trajectoire de toutes les versions translatées de ce 3 est une ligne courbe. D'accord ? Parce qu'il y a une coordonnée qui part de 0, qui va à 1 et qui revient à 0. Donc forcément, la ligne est courbe. Alors ça, c'est un problème parce que si on prend toutes les variations possibles de tous les 3, ça va être une espèce de surface dans l'espace de tous les pixels. Et si on prend l'espace de toutes les variations possibles de tous les 8, qui sont très similaires au 3, c'est simplement un 3 fermé, ça va aussi être une surface très travaillée, à plusieurs dimensions. Et ces deux surfaces vont être très proches l'une de l'autre, à cause du fait que les pixels sont quasiment tous en commun, à quelques exceptions près. Donc si on veut pouvoir séparer ces deux surfaces avec un classifieur linéaire, on va avoir du mal parce qu'elles sont courbées et proches l'une de l'autre. Et en fait, ça ne marche pas si on applique un classifieur linéaire au pixel directement. Et ce qu'on peut observer ici, c'est que si on regarde toutes ces valeurs ici, il n'y en a pratiquement aucune qui passe de clair à sombre et de nouveau clair, ou le contraire. Elles vont toutes de gris à moins gris, ou de noir à blanc, ou elles restent ce qu'elles sont. Et ce que ça veut dire, c'est que la surface de toutes les variations de ce 3 dans cet espace, en fait, est relativement plat. Donc le résultat de toute cette opération, donc le classifieur, en fait, est branché là-dessus. La dernière couche de ce réseau convolutif, en fait, peut être interprétée comme un classifieur linéaire qui voit cette représentation, qui est de relativement haute dimension, mais qui est un peu abstraite, et dans lequel les variations sont relativement plates. C'est le résultat spontané de l'apprentissage. Et de l'architecture, naturellement. Alors, si on regarde l'architecture de ces systèmes, en fait, c'est pas très différent des modèles dominants en vision et même en reconnaissance de la parole. Donc, en vision, par exemple, pour la reconnaissance d'objets, le modèle dominant utilise des extracteurs de caractéristiques faits à la main, mais qui, en fait, en interne, font ces opérations de bande filtre, non-linéarité et agrégation. Donc, des choses du genre SIFT et HOG font exactement ça.
Le deuxième étage, qui est entraîné de manière non supervisée, en fait, peut aussi être interprété comme un banc de filtre non-linéarité et une agrégation. Ils ont des noms bizarres pour ça, mais c'est la même chose. Et le classifieur, évidemment, est toujours la même chose. Donc il n'y a pas de différence conceptuelle si énorme entre les modèles dominants jusqu'à récemment en reconnaissance d'objets qui viennent du domaine de la vision artificielle et les réseaux convolutifs qui viennent plutôt de la communauté d'apprentissage automatique. Donc il y a un nombre d'applications pour lesquelles les gens ont appliqué ces réseaux convolutifs. Il y en a un certain nombre pour lesquels on sait que c'est la meilleure méthode qu'on connaisse. Donc c'est vrai pour la reconnaissance de caractères manuscrits. Il y a plusieurs concours qui ont été établis pour ça. Pour la reconnaissance de caractères dans les images naturelles, particulièrement pour cette base de données Street View House Number qui vient de Google. La détection de piétons, la segmentation d'images volumétriques de cerveau, la reconnaissance d'activité, la segmentation sémantique d'images, la reconnaissance d'objets et la reconnaissance de la parole. Donc ça fait beaucoup. Et pour le cas de la reconnaissance d'objets et la reconnaissance de la parole, en tout cas pour la reconnaissance de la parole, IBM, Google et Microsoft ont tous des systèmes déployés pour faire la reconnaissance de la parole qui sont basés sur des systèmes profonds, sur des systèmes d'apprentissage profonds, certains d'entre eux étant des réseaux convolutifs. Donc ça, c'était la partie que j'aurais enlevée du speech, mais que j'ai dû laisser. Alors voilà quelques applications sur lesquelles on a travaillé, reconnaissance de signaux routiers, de panneaux routiers, reconnaissance de caractères dans les images naturelles. Ça, c'est une application qui est devenue très célèbre depuis octobre, faite par nos collègues à l'Université de Toronto, Jeff Hinton, Ilya Sutskever et Alex Krzyzewski. Donc ils ont utilisé un réseau convolutif essentiellement identique à ceux qu'on a proposés auparavant, avec deux petites différences. La première, c'est que c'est un réseau assez gigantesque. La deuxième, c'est qu'il utilise une implémentation ou implantation très optimisée sur les GPU. Donc ça permet de faire tourner ça très rapidement. Et la troisième, c'est qu'ils utilisent une technique de rigorisation qu'ils appellent dropout, que je ne vais pas expliquer. Donc c'est un réseau convolutif relativement grand. Ils l'ont entraîné sur une base de données qui s'appelle ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, qui a 1000 catégories d'objets différents et 1,5 million d'exemples étiquetés. Et ils entraînent ce système pendant une dizaine de jours, en continu, sur un GPU, sur 2 GPU en fait. Donc ça, c'est quelques exemples. En fait, c'est la totalité des filtres appris par le premier niveau, simplement. Donc c'est des filtres orientés, très similaires à ce qu'on trouve dans le cortex visuel des mammifères. Ainsi que d'autres filtres qui sont plus orientés vers la couleur, quoique pas tous. Et alors le résultat qui a un peu assommé tout le monde dans la communauté de vision est le fait qu'ils ont gagné cette compétition en obtenant un taux d'erreur de 15%. Donc on compte une erreur quand la classe correcte n'est pas dans les 5 gagnants proposés par le système. Alors que tous les autres compétiteurs étaient à 25% d'erreur. Et donc c'est une énorme différence. Ça a fait un gros coup de marteau sur la tête des gens en vision. On se demandait, mais ça va tout changer. Et donc jusqu'à présent, les travaux que j'avais faits en particulier et d'autres avaient montré que les réseaux convolutifs marchaient bien en vision, mais les performances n'étaient pas, disons, significativement meilleures que celles obtenues avec les méthodes plus standards, disons, en vision. Et la raison était que, en fait, ces bases de données étaient très petites en termes de nombre d'exemples étiquetés. Et ces systèmes marchent bien avec beaucoup d'exemples étiquetés. Donc, ce qui aura permis le succès des gens de Toronto, en fait, est leur implémentation très efficace sur les GPU qui a permis d'entraîner sur ces grosses bases de données un petit peu avant tout le monde. Donc ça marche très bien. Donc ce que vous voyez là, c'est des exemples d'images et les classes proposées par le système. Et ces images-là sont souvent assez compliquées. Donc ça reconnaît que c'est un léopard, mais ça dit aussi jaguar, etc.
mais il y a des erreurs. Donc là, par exemple, la classe désirée est champignon, mais il dit agaric. Bon. Et là, la classe désirée est gris de radiateur, alors qu'en fait, c'est le système dit voiture décapotable. Donc on a notre propre réseau convolutif à NYU, qui est très similaire à celui de Toronto, mais qui était très similaire à celui qu'on avait avant pour d'autres applications. Donc, c'est pas très, ça tourne un petit peu en circuit fermé. Et on a une démo online de ce système. Vous pouvez télécharger une image et la faire reconnaître par le système. Vous pouvez essayer. Donc, il ne connaît que les 1000 catégories sur lesquelles il a été entraîné, mais pour ces 1000 catégories, ça marche très bien. Donc, voilà l'URL, horatio.cs.nyu.edu. Cette démo a été construite par Matt Ziller, qui était étudiant avec Rob Fergus dans notre labo. Voilà une autre application sur laquelle on a travaillé dans mon groupe avec Clément Farabet et Camille Coupry, en collaboration avec des gens de l'Essier à Marne-la-Vallée, l'école d'ingénieur à Marne-la-Vallée. Donc le problème là est d'étiqueter tous les pixels d'une image avec la catégorie de l'objet en question. Donc, par exemple, voilà cette image. Il faut étiqueter tous ces pixels comme étant le ciel, et puis tout cela comme étant de l'herbe, et ça des arbres, et ça la montagne, bâtiment, route, personne, voiture, etc. Donc, on va utiliser un réseau convolutif pour ça. Et il va être multi-échelle. Donc, on prend l'image de départ, on construit une pyramide à plusieurs résolutions. Donc, ça, c'est l'image à résolution originale, réduite de moitié, réduite d'un quart. Et on veut faire passer cette image dans le même réseau convolutif. Alors, il y a une caractéristique essentielle des réseaux convolutifs, c'est que on peut faire varier la taille dans l'entrée. Et la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire varier la taille de la sortie. Donc, en fait, on peut directement transposer un réseau convolutif de reconnaissance en détection. Donc, ce réseau convolutif-là va être appliqué sur cette image et va produire, en fait, une carte de caractéristiques. Donc, qui sont les premières 256 plans ici. Enfin, j'en ai pas dessiné 256, mais c'est ça. Donc, pour chaque pixel, il donne un espèce de vecteur de dimension 256 pour tous les endroits. En fait, la résolution de cette carte n'est pas la même que celle de l'image, elle est de résolution 1K, à cause du taux de sous-échantillonnage en réseau. Celui-là, donc, quand on applique le même réseau convolutif, va construire des cartes de résolution moitié, mais on va les suréchantillonner pour qu'elles soient la même résolution que l'initiale. Pareil pour celle-là, elles vont être suréchantillonnées d'un facteur 4. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est pour chaque pixel, on a un grand vecteur de caractéristiques de taille 768, 256 x 3, qui représente une espèce d'encodage du contexte autour d'un pixel particulier. Et ensuite, la dernière couche, en fait, est un classifieur qui va nous dire, à chaque endroit, quelle est la classe du pixel central. Et pour prendre cette décision, ce classifieur en fait, va voir ces caractéristiques et donc va être capable d'utiliser un contexte assez grand en fait, qui couvre l'image complète à résolution 1/4, ou la moitié de l'image à résolution moitié, ou juste le morceau de l'image correspondant à la taille du réseau convolutif. Donc tout ça, c'est entraîné par rétropropagation avec une collection d'images, à peu près 2000 images, qui sont étiquetées au niveau du pixel. Et alors, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce genre de base de données avec des méthodes très diverses, en général avec des extracteurs de caractéristiques construits à la main et des modèles graphiques dessus pour s'assurer de la cohérence. Et donc, si on mesure la précision au niveau du pixel, tous ces gens obtiennent dans les 75, 76, 80%. Avec ce réseau convolutif multi-échelle, on arrive à un petit peu moins de 80%. Et si on met, disons, un post-traitement très simple à base de superpixels pour aligner les réponses du système sur les contours de l'image, on arrive quasiment à l'état de l'art. Et puis en raffinant, en utilisant le même post-traitement que ces gens-là, on arrive quasiment au même chiffre. Mais alors ça, c'est pour, si on compte chaque pixel comme étant positif ou négatif, enfin comme étant une erreur ou pas. Ça, c'est pour une base de données qui a 8 catégories.
Et ça, en fait, c'est une mesure de performance un peu plus intelligente, enfin un peu plus intéressante, qui consiste à normaliser, à compter une erreur plus fort si la catégorie est moins fréquente. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image où il n'y a que du ciel et de l'herbe, par exemple, avec une personne qui fait 10 pixels, et on peut complètement rater la personne. On aura quand même 99% des pixels qui seront corrects. Et c'est pas vraiment bon quoi, comme mesure de performance. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait payer plus pour ne pas reconnaître la personne, même si elle n'a pas beaucoup de pixels, simplement parce qu'elle est rare. Et là, on bat tout le monde. Enfin, en tout cas, les gens qui ont mesuré ça. Et en plus, c'est rapide, donc ça prend à peu près une demi-seconde pour ce taux de performance. Ce taux de précision, et c'est entre 10 et 100 fois plus rapide que les méthodes qui utilisent beaucoup les modèles graphiques. Ça, c'est une autre base de données qui s'appelle Ciflow, qui a 33 catégories. Et là, on bat l'état de l'art, aussi bien en pixels qu'en classe. En fait, on a deux versions, un qui est entraîné pour donner la meilleure performance sur les pixels, et l'autre entraîné pour donner la meilleure performance sur les classes. Et ça, c'est une base de données sur laquelle personne ne peut obtenir de bons résultats, en fait, parce qu'elle a 170 catégories, très peu d'images d'entraînement. Donc là, tout le monde est pourri, mais bon, on est moins pourri. Alors, voilà quelques exemples de résultats. Donc l'image segmentée à la main en haut, et puis le résultat de la segmentation du système en bas. Ciel, bâtiment, route, etc. Ça marche assez bien. Et puis on l'a même appliqué aux rues de New York. Ah ouais, mais évidemment, j'ai pas la vidéo. Hein. Ou alors, je ne peux pas jouer. Oui. Mais non, mais ça veut pas. Hein. Bon, pas de vidéo. Hein. Bon, j'essaierai de vous la montrer séparément. Elle est dans un fichier séparé. J'essaierai peut-être de vous la montrer. Là aussi, théoriquement, il y a une vidéo. Donc, on a plusieurs versions de ce système qui est basé sur la cohérence spatiale et temporelle. On a aussi appliqué le même système sur des données, sur des images intérieures, dans lesquelles on a non seulement l'image en RGB, mais aussi la profondeur. Donc, c'est des données collectées avec un Kinect de Microsoft. Il y a pas mal de catégories. Ça marche très très bien. Enfin, disons relativement bien. Donc voilà quelques exemples. Donc ça, c'est la vérité terrain, et puis c'est ce que donne le système. Donc il détecte un lit ou un sofa. C'est un lit. Le mur, le sol, etc., la porte. Voilà. Mais en fait, ce qui a pas mal excité les gens en apprentissage profond depuis... Enfin, ce qui intéresse beaucoup les gens en apprentissage profond depuis 5-6 ans, c'est l'apprentissage non supervisé. Alors l'apprentissage non supervisé est basé sur une hypothèse qui est à laquelle j'ai fait référence plus tôt, qui est que les données naturelles, en fait, bien qu'elles soient de dimension haute, vivent dans un espace de dimension dans une espèce de surface, de variété peut-être, de dimension plus faible. Alors c'est pas une variété bien organisée comme ça, malheureusement. Mais par exemple, si on prend tous les exemples possibles d'un visage, pour toutes les poses possibles du visage, tous les grimaces possibles ou les positions des articulations, etc. C'est un espace de basse dimension dont la dimension est limitée par le nombre de muscles qu'on a dans le visage et puis le nombre de degrés de liberté de mouvement. Donc c'est une surface de basse dimension. Donc ce serait en fait intéressant de trouver des méthodes non supervisées qui permettraient d'utiliser des données non étiquetées qui découvrent automatiquement la structure de basse dimension qu'il y a dans les données naturelles.
Donc quelque chose qui transforme un signal naturel, quel qu'il soit, en un vecteur, de telle manière à ce que ce vecteur représente en fait deux morceaux de coordonnées. Un qui représente la position de cette image sur la surface qui nous intéresse, et un autre peut-être qui représente les coordonnées orthogonales à cette surface. Alors bon, il y a plein de manières de faire ça, mais il y a un type de modèle auquel on s'est pas mal intéressé, qui s'appelle l'architecture encodeur-décodeur régularisée. Alors malheureusement, les formules apparaissent bizarres, mais bon. Donc ça, c'est un exemple particulier. Et c'est basé sur les idées de codage épars, ou comment on appelle ça en français, sparse coding? Je me rappelle. Parcimonieux, voilà. Ouais, enfin, c'est pas exactement... C'est pas seulement parcimonieux. Donc l'idée de base, donc l'idée du codage parcimonieux est de... Donc, ne regardez pas le bas, là, on va regarder que le haut. Et quand on a un vecteur, on essaie de donc, imaginer un morceau d'image ou une image complète. On va essayer d'encoder ce vecteur par un autre vecteur, qui va être un vecteur de caractéristiques, de telle manière à ce qu'on peut reconstruire linéairement le vecteur d'entrée à partir du vecteur de caractéristiques en le multipliant par une matrice qu'on appelle une matrice de dictionnaire, WD. Mais on va avoir une contrainte supplémentaire qui est que ce vecteur doit être parcimonieux, donc il doit avoir beaucoup de composantes à 0 et un faible nombre à 1. Donc il y a plusieurs manières d'imposer cette contrainte. Ici, ce que j'ai écrit, c'est un critère de parcimonie par groupe. Donc on a un certain nombre de groupes qui sont dont les indices sont les J, donc les groupes s'appellent les PJ. Et on va calculer la norme L2 des composantes à l'intérieur d'un groupe, et puis on va sommer ça sur les groupes. Et on veut que ce truc-là soit le plus petit possible, c'est-à-dire qu'on veut trouver un vecteur Z qui reconstruise linéairement l'entrée, mais qui, en même temps, active le plus petit nombre possible de ces groupes. En fait, c'est ça que... Le résultat de ce terme, c'est qu'on veut un nombre de groupes ici que le nombre de groupes dont la valeur est non zéro soit le plus petit possible. Mais à l'intérieur d'un groupe, on peut allumer autant de composantes de Z qu'on veut. Alors si les groupes sont tous de taille 1, ça correspond exactement à une norme L1, donc la somme des valeurs absolues des composantes de Z, qui est l'exemple classique de codage épars. Donc ça, c'est donc encore une fois, en oubliant le terme du milieu, c'est une technique relativement classique. On peut apprendre la matrice de dictionnaire ici par descente de gradient, à condition de normaliser ces colonnes. C'est très simple, de manière à ce que l'erreur de reconstruction soit la plus petite possible en moyenne sur un ensemble d'apprentissage. Donc c'est complètement non supervisé, non étiqueté. Et ce qu'on a à partir de ça, en fait, c'est qu'on peut imaginer que quand le nombre de composantes de Z est petit, que le nombre de composantes de Z qui est non zéro est petit, ce que ça veut dire, c'est que Y peut être reconstruit comme une combinaison linéaire des colonnes de WD dont les coordonnées correspondantes sont non zéro. Et en faisant varier ces coordonnées, en fait, on se déplace sur un plan de basse dimension, dont la dimension est le nombre de coordonnées non zéro dans Z. D'accord ? Si je fais varier toutes ces coordonnées non zéro, je vais me déplacer dans une surface linéaire dont la dimension est le nombre de coordonnées non zéro. Donc en changeant l'ensemble de coordonnées qui est non zéro, je change l'espace de dimension basse que je me permets de représenter. D'accord ? Et en fait, l'ensemble de distribution de données ou de variétés, si vous voulez, qui n'est pas vraiment une variété, mais de surface qui est facilement représentée par ce système-là, en fait, est une union de sous-espaces linéaires de faible dimension dans l'espace ambiant. Okay. La bonne image, je pense, c'est une rose des sables. D'accord ? Donc c'est une union de plans. Ok, mais le problème de ça, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que... ouais, alors non, je ne peux pas montrer ça. Donc c'est cher à l'usage, parce que si je vous donne un vecteur Y, et je vous demande de calculer le vecteur Z, il vous faut minimiser la somme de ces deux termes, l'erreur de reconstruction au carré, plus le terme de régularisation de parcimonie de Z. Et ça peut en fait être assez cher si on doit faire ça sur tous les pages d'une image.
Donc l'idée qu'on a eue il y a un certain temps, c'est de rajouter un autre terme ici, qui en fait est une fonction entraînée, non linéaire, qui va essayer de prédire le code optimal Z pour une entrée quelconque dans notre ensemble d'apprentissage. Et là, on va mettre un réseau neurone, tout simplement. Donc voilà un exemple de cet algorithme d'apprentissage pendant qu'il est en train d'apprendre. Donc ça, chaque petit carré là est une colonne de WD ou une ligne de WE qui est le paramètre correspondant dans l'encodeur. Et on démarre donc d'une configuration initiale aléatoire, et puis au fur et à mesure que l'apprentissage se passe, on finit par obtenir des détecteurs de contours orientés. Des choses comme ça. Ce que pas mal de gens appelleraient des filtres de Gabor. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais il y a des manières un peu rusées d'organiser la structure de l'encodeur qui va prédire le Z optimal à partir d'un Y. Et la structure qu'on lui donne, en fait, c'est la suivante. Donc c'est une espèce de diagramme de bloc, là, schéma. Donc on prend le Y, donc c'est la fonction G que j'ai mentionné tout à l'heure, que je suis en train de détailler ici. On prend Y, on multiplie par une matrice, on le passe par une fonction qu'on appelle shrink, où en fait toutes les valeurs sont rapprochées de 0 et ne peuvent pas croiser la ligne des X. Ça nous donne une valeur pour Z, on la multiplie par une autre matrice, qu'on rajoute à ce qu'on avait calculé précédemment, on passe par le shrink encore une fois, et on tourne dans la boucle 5 ou 6 fois, ou peut-être 10 fois. Et à la fin, on obtient un Z, et en entraînant ces deux matrices-là, de manière à approximer le Z optimal, on arrive à avoir un encodeur qui est pas très compliqué et très efficace, et qui marche relativement bien. Donc ce que je vous ai montré, en fait, c'est la structure de ça. On a appliqué ça à plusieurs choses, mais je vais passer parce que c'est un peu long à expliquer. On a des versions convolutives de ça qui nous permettent en fait de pré-entraîner les filtres d'un réseau convolutif avant de l'entraîner avec des données étiquetées. Cette histoire de codage parcimonieux, on peut voir la reconstruction comme une somme pondérée des colonnes de W multiplié par les composantes de Z. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ça par une convolution. Donc on va interpréter les WK comme des noyaux de convolution, les ZK comme des images, qui sont en fait des plans, et le Y comme l'entrée. Et en trouvant le Z qui minimise ce truc-là, et puis en entraînant ça, on a un espèce de décodeur convolutif. En entraînant l'encodeur correspondant, on a un encodeur convolutif. Et on peut utiliser les filtres appris de cette manière comme pour initialiser un réseau convolutif. Alors l'avantage de cette version convolutive, c'est qu'on obtient des filtres qui sont beaucoup plus jolis, qui ont beaucoup plus de diversité. Donc ça, ce sont les filtres qu'on obtient avec la version non convolutive, le sparse coding classique. Et ça, c'est les filtres qu'on obtient avec la version convolutive. On a beaucoup plus de diversité. On a ce qu'on appelle des center surround, on a des croix, on a des coins. On a des gratings, enfin des tas de choses qu'on n'observe pas ici. Ici, c'est que des fonctions de Gabor un peu ennuyeuses. Donc des choses comme ça. Donc pour utiliser ça pour pré-entraîner un réseau convolutif, donc on entraîne de petits auto-encodeurs parcimonieux, là, dans lequel WE là, sont des filtres convolutifs, WD sont des filtres de reconstruction. Et puis il y a un critère de parcimonie. On entraîne ce petit auto-encodeur sur les données d'entrée. Ensuite, on le fixe, on enlève le décodeur, on garde que l'encodeur. Donc ça nous donne une couche d'un réseau convolutif, en fait, avec les filtres, la non-linéarité et l'agrégation, le pooling, d'une certaine manière. Enfin, si on a des groupes ici. Et puis on fait la même chose avec une deuxième couche. On la fixe. Et puis on rajoute une couche qu'on peut appeler un classifieur. Et ce qu'on a maintenant, c'est un réseau convolutif à deux étages. Enfin, donc avec filtre non-linéarité, pooling, filtre non-linéarité, pooling, classification. Donc ça nous donne un point de départ. Et maintenant, on peut l'entraîner avec des données étiquetées. Donc on a appliqué ça, par exemple, à la détection de piétons, et ça marche très bien.
C'est des courbes de performance de tout un tas de systèmes publiés dans la littérature sur une base de données particulière qui vient d'INRIA pour la détection de piétons, dans lequel l'axe des X est le nombre de faux positifs par image. Donc cette colonne-là, c'est 1. Donc c'est un faux positif par image. Et ça, c'est le pourcentage de piétons qu'on rate dans les images. Et notre système est celui-là. Donc ça, c'est avec pré-entraînement non supervisé et raffinement supervisé. Et celui-là, c'est... pardon. Oui, celui-là, c'est la même chose, mais entièrement, purement supervisé, donc il n'y a pas de pré-entraînement non supervisé. Et on a une amélioration de la performance qui est vraiment significative. On passe de milieu du paquet, du peloton, à tête de peloton, quoi. Alors, là, il y a une vidéo que vous ne voyez pas. Donc on a plein de versions de ça pour apprendre des caractéristiques invariantes qui se rapprochent plus de la biologie que d'autres choses, qui sont plus intéressants pour les biologistes que pour les gens qui font la vision. Mais ça fait des belles images, alors je vous les montre. Et puis d'autres qui sont basées sur des histoires d'inhibition latérale. Et alors on applique ça à tout un tas de choses. L'image, donc j'ai parlé principalement de l'image, mais on applique ça aussi à la reconnaissance de la parole. Un projet avec IBM. On applique ça donc à la bioacoustique, un projet avec Cornell, et puis un autre avec Hervé Glotin, et puis tout un tas d'autres applications en prédiction de crise d'épilepsie. Bon, n'importe quelle donnée qui vous vient sous forme d'un tableau multidimensionnel dans lequel des valeurs voisines les valeurs voisines dans ce tableau sont corrélées, donc ont plus de chances d'être similaires. Ce genre de méthode va bien marcher. On a appliqué ça aussi à la reconnaissance de style musical aussi, enfin de genre musical. Alors je ne sais pas si j'ai... non, malheureusement, je n'ai pas ça. Donc je vais voir si je peux trouver les vidéos. Ouais, des vidéos. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. Ok. Je ne mets pas au milieu, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc ça, c'est une démonstration du système de détection de piétons. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque image de la vidéo indépendamment. Chaque image est traitée indépendamment, il n'y a pas de tracking. Et on construit une pyramide multirésolution de cette image. On applique le détecteur à chaque échelle dans la pyramide. Et on a ce qu'on appelle un système de suppression non maximum qui décide une boîte autour d'un morceau d'image si cette boîte correspond à, disons, un score élevé dans la carte correspondante. Un autre exemple dans la rue. Donc ça, c'est juste en face de mon labo. En fait, l'entrée de mon labo est ici à gauche. Et là, on a baissé le seuil un petit peu pour qu'on voit les exemples qui ont un score relativement bas, donc ils ne sont pas très colorés. Donc l'intensité de la couleur, en fait, est proportionnelle au score. Alors, il y a des faux positifs un peu partout, mais bon, ça ne marche pas trop mal. Alors, comment on sort de ça? Je ne sais pas. Alors voilà quelques exemples d'étiquetage d'images, donc d'étiquetage sémantique, de segmentation sémantique. Donc celui-là utilise la cohérence temporelle. Oui, mais c'est un vieux système d'ailleurs, il ne marche pas bien. C'est un vieil exemple. Et je vous montrerai celui-là qui est plus intéressant. C'est lequel? Je crois que c'est celui-là. Ok, donc voilà un autre qui utilise la cohérence temporelle là-dedans, donc qui trouve
bâtiment, la route, etc. Et le plus drôle, je crois, ça va être celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Où est-il? Celui-là, peut-être. Ah, mais celui-là ne veut pas jouer, naturellement. Ah, si, il veut bien. OK. Donc là, c'est une caméra panoramique. En fait, c'est quelqu'un qui est sur un vélo. Et là, vous allez voir son ombre. Il a des cornes sur la tête. En fait, c'est les caméras USB sur un casque. Et il est dans les rues de Manhattan, ici. Il se dirige vers Washington Square Park, qui est au centre du campus de NYU. Tous ces bâtiments sont des bâtiments de NYU. Et donc, en haut, l'image est complètement étiquetée. Ce système, cet étiquetage entier prend à peu près 50 millisecondes sur un... Il est implémenté en hardware, en fait, sur une carte FPGA. Ça prend à peu près une demi-seconde par image si on le fait tourner sur un ordinateur portable. Alors, il y a quelques erreurs. Par exemple, là, il dit désert ou sable. Alors, je ne peux pas faire cette blague en anglais, mais je peux la faire en français. C'est genre sous les pavés la plage. Mais... Ouais, non, mais vous n'avez pas la bonne génération. Vous. Ça ne marche pas. Hein. Et donc c'est fait image par image indépendamment, donc il n'y a pas de cohérence temporelle dans celui-là, contrairement à la vidéo précédente que je vous ai montrée où il y avait la cohérence temporelle, donc qui est un peu plus fiable. Mais bon, ça détecte quand même toutes les personnes, ça détecte les arbres, le ciel, les bâtiments, il y a une espèce d'arc de triomphe là, etc. Et donc, ça marche bien. Vous l'avez entraîné sur combien de classes là? Donc là, celui-là est entraîné sur 33 classes, c'est le C-Flow en fait. Et à peu près 2000 images d'entraînement. Donc c'est pas beaucoup en fait. Si on avait 1 million d'images, ça marcherait beaucoup mieux. Voilà. Alors malheureusement, j'ai une belle vidéo d'un robot, mais... Ah, mais elle est sur le web. Ça marche, c'est sur le web ça. Ah, ok. J'espère qu'elle est sur le web. Le butineur est fermé? Non, voilà. Ah oui, non, c'est... Ah ouais, mais c'est Internet Explorer. Ouais, peut-être ça passe. Enfin, je crois qu'elle est sur le web. Il faut que je la cherche. Non, c'est pas bon ça. Donc ça, c'est un projet qui remonte à quelques années déjà, mais qui utilise les réseaux convolutifs pour piloter un robot. Donc c'est un robot qui fait une centaine de kilos, qui est à peu près haut comme ça, qui est de la taille d'une chaise roulante, quoi, à peu près, et qui est complètement autonome et qui n'a pas de capteur actif, qui n'a que des caméras. Donc il a 4 caméras. En fait, c'est deux caméras stéréo, deux paires stéréo. La raison d'en avoir 2, c'est pour augmenter l'angle de vue, une antenne GPS, un truc de navigation inertielle et les ordinateurs là-dedans qui sont, en fait, il y en a 3 ou 4, mais qui sont de faible puissance d'une certaine manière. Donc là, en fait, on utilise un système de vision stéréo à court vue. Et là, on a allumé le système de vision par réseau convolutif qui, en fait, détecte ce mur d'assez loin et qui arrive à contourner le mur. Donc là aussi, il voit la rangée de personnes assez loin et il contourne la rangée de personnes parce qu'il a vu dès le départ qu'il ne pouvait pas traverser. Donc ce gars-là, Marco, a un émetteur de radio avec une antenne, mais il n'est pas en train de piloter le robot, il tient le switch de sécurité là, pour arrêter le robot en cas de... Mais bon, on avait confiance quand même. Donc... on extrait des bandes en fait, de l'image à des échelles multiples qu'on rentre dans un réseau convolutif et il nous donne pour chaque pixel, en fait, c'est très similaire au système de segmentation sémantique, mais là on n'a que 2 classes, traversables ou pas traversables. En fait, on a 3 classes, traversables, pas traversables,
et la frontière entre les deux qui est indiquée en pourpre ici, là, en violet. Et en fait, ce système s'entraîne à la volée. C'est-à-dire qu'il est pré-entraîné dans le labo, mais quand le robot se promène dans la nature, il s'entraîne lui-même. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les étiquettes produites par la vision stéréo. Donc, avec la vision stéréo, on peut dire si un objet est au-dessus du sol ou sur le sol. Donc, on peut dire si on peut rouler dessus ou pas. Et on utilise ça comme étiquette pour réentraîner la dernière couche du réseau convolutif et s'adapter à la détection d'obstacles dans l'environnement donné. On a une espèce de carte ici qui est hyperbolique, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et au total, on peut... donc quand on a l'étiquetage d'une image, on a deux systèmes de vision, un qui va assez rapidement, qui est purement basé sur la stéréo, un qui est beaucoup plus lent, qui est basé sur ces réseaux convolutifs. Et on combine les deux pour construire une carte qui est centrée sur le robot et qui nous dit dans quelle mesure les objets qui sont autour du robot sont traversables. Au fur et à mesure qu'on lit des images, on met à jour cette carte. En plus de ça, il y a d'autres détails là-dedans que je vais sauter. Il y a une petite odométrie uniquement pour la rotation pour s'assurer qu'on met les choses dans la carte au bon endroit. Et puis il y a un peu d'apprentissage aussi dans le système de contrôle pour la trajectoire. Donc c'est des travaux de Pierre Sermanet, qui à l'époque était un étudiant en master dans mon labo, qui a maintenant fini sa thèse, plutôt en vision, dans lequel on a enregistré des débuts de trajectoire possibles du robot en le pilotant. Et parmi toutes ces trajectoires possibles, étant donné l'état initial, il arrive à trouver des bonnes trajectoires pour négocier des labyrinthes. Donc là, on lui a limité la vision à 2,50 m. Donc il voit un obstacle quand il a le nez dessus, vraiment. Donc il est obligé de réagir assez vite. Là, c'est accéléré 2 fois, cette vidéo. Mais on peut sauter devant et il s'arrête au bon moment. Enfin, Pierre a assez confiance parce que c'est lui qui a écrit le code. Mais si le robot ne s'arrête pas, il fait une centaine de kilos, il va lui casser le tibia. Et ça, c'est Raya Hatzel, qui est une ancienne étudiante. Donc tous les deux ont été les contributeurs principaux de ce système et ils ont très confiance dans leur système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci.